Bonjour et bienvenue dans ce nouvelle analyse d'article. Cette fois-ci, on va s'attaquer au TDAH ou ADHD en anglais avec un article qui est sorti en 2021, je crois. Oui, c'est ça, 2021, fin d'année 2021, qui s'appelle Quantifying ADHD Symptoms in Open-Ended Everyday Life Context with a New Virtual Reality Task. Très simplement, on va essayer de quantifier les symptômes du TDAH dans une application de réalité virtuelle qu'on va appeler Eppeli. Ce sera beaucoup plus facile, je crois, si c'est comme ça qu'ils le disent. Eppeli, c'est ça, pour Executive Performance in Everyday Living. Donc tout simplement, on va quantifier les symptômes du TDAH dans des scènes du quotidien en utilisant la réalité virtuelle. Alors ça, c'est une équipe d'Helsinki et avec d'autres auteurs, enfin en tout cas principalement, je ne vais pas les prononcer parce que je ne voudrais pas écorcher leur nom, je suis désolé pour eux. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi de le prononcer à la finlandaise. Mais en tout cas, voilà, vous avez tous les auteurs, tout ça, ce sera dans la description, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Donc, que va nous raconter ce super article que j'ai vraiment pris plaisir à lire et échanger avec les auteurs aussi pour avoir ne serait-ce que les droits de vous diffuser ce que je vais vous diffuser aujourd'hui, savoir des vidéos de démonstration, de gameplay et aussi des images qui appartiennent à l'environnement. Donc Eppeli pour Executive Performance in Everyday Living permet en fait tout simplement de comparer les scores neuropsychologiques classiques que l'on utilise pour le diagnostic du TDAH avec leur score obtenu dans l'Eppeli. Alors, je vois déjà ce que vous allez me dire. Oui, mais est-ce que finalement les tests neuropsychologiques à eux seuls permettent vraiment de bien distinguer les différentes pathologies et s'il y a bien l'existence d'un TDAH? Je ne rentre pas dans le débat aujourd'hui, mais effectivement, on pourra déjà mettre ça comme limite. Comparé à ce genre d'outils, c'est extrêmement compliqué, mais hélas, on n'a pas le choix pour valider ce genre d'application. Donc ici, ce qu'on va faire au niveau d'Eppeli, surtout, enfin ce que vont faire les auteurs, c'est d'évaluer sa capacité de prédiction, de discrimination et sa validité concomitante. Ça, c'est extrêmement important et c'est essentiel pour ce genre d'application, tout simplement. Donc, pour rappel, la DHD, c'est la présence, donc le TDAH, c'est la présence des troubles cognitifs dans le sillage. Ça, c'est pas nouveau, on le sait, avec un TDAH, on a des troubles cognitifs qui sont liés. Et donc très souvent, on va utiliser des tests neuropsychologiques pour créer un profil cognitif et établir un diagnostic selon les résultats des tests et des scores. C'est ça qui aujourd'hui pose problème. En tout cas, voilà, ce qui se passe, c'est que un autre problème, c'est que ces scores ne reflètent pas le fonctionnement normal d'une personne, qu'il soit atteinte de TDAH ou non. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est que ce sont les situations quotidiennes qui sont en réalité une cascade d'actions avec des changements dynamiques. Et donc, s'ajoute à ça la non prise en compte des variabilités de comportement sur des tâches contextualisées et simplistes. En gros, ce qui se passe, c'est que dans un test neuropsychologique, on essaie de condenser des actions, mais comme on ne peut pas les rendre complexes, on les simplifie et on limite les variabilités de comportement. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas hypersensible et on va pouvoir passer on va avoir des enfants qui vont avoir des TDAH et qui vont passer au travers parce que, en fait, tout simplement, on ne pourra pas les détecter parce que ce qu'on leur demande, c'est trop simpliste par rapport à un comportement normal et naturel. C'est un mot qui revient souvent dans cet article, c'est le mot naturel, et j'adore vraiment ce terme, la capacité naturelle des personnes dans leur situation de vie naturelle. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, et c'est tant mieux. Alors, du coup, tous les tests neuropsychologiques, en tout cas, montrent les limites et ne permettent pas toujours de faire émerger les symptômes des patients. Et ça, c'est une des problématiques. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire émerger les symptômes des patients pour les mesurer et pouvoir les comparer à une population témoin. Du coup, les nouvelles études, en tout cas ce qu'on voit de plus en plus sortir, montrent aujourd'hui plutôt la manifestation comme une condition dans laquelle l'utilisation des ressources cognitives fluctue dans le temps, mais surtout elles sont dépendantes des buts et des environnements. Donc en tout cas en VR et pour tout ce qui est TDAH, on utilise très souvent la tâche du CPT, la tâche de performance continue, comme l'a fait Rizzo en 2004 dans sa Virtual Classroom. Alors,
que vont en dire les auteurs de ce premier article de 2004, c'est qu'en fait, il est peu probable que la classe virtuelle telle qu'elle est actuellement conçue ait changé la relation entre les tests informatisés et le rapport de l'individu ou de l'observateur sur les difficultés de contrôle exécutif dans le monde réel exposé par des personnes atteintes de TDAH. En fait, ils expriment par là qu'ils n'ont pas été assez loin et qu'il va falloir aller encore plus loin. Et c'est ce qu'eux vont proposer, c'est d'aller encore plus loin que cette première Virtual Classroom. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont expliquer que tout le potentiel de la VR va permettre de saisir les comportements naturels qui sont liés aux symptômes, et tout ça n'a pas encore été réalisé. Et c'est ça qui va être extrêmement intéressant, c'est que dans la classe de Rizzo, on se contente avec la tâche du CPT de tout simplement, encore une fois, on cadenasse les comportements possibles pour éviter d'en avoir trop, et du coup on se concentre sur quelques symptômes. Mais du coup on n'a pas le comportement naturel, et on va pouvoir encore une fois passer à côté de certaines choses importantes. Donc plus on va évaluer de manière naturelle le comportement de ces enfants, plus on sera sûr et certain du diagnostic que l'on pourra proposer et de la prise en charge qui va aller avec. Alors, EPELI, comment ça fonctionne? Alors, les enfants, ils vont devoir effectuer des tâches quotidiennes qui sont tout à fait variées, tout en planifiant les déplacements dans un environnement virtuel. Donc on va mesurer plein de choses. Ils vont devoir surveiller le temps et surtout éviter d'être distraits par des objets ou des événements qui sont non pertinents pour la tâche. Chaque scénario consiste en une liste orale de sous-tâches à accomplir données avant l'exécution du scénario. On va vous dire, voilà, il faut faire ça, 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 ça. Alors, du coup, on est un peu dans un contexte de mémoire prospective et qui va donc comporter une forte composante exécutive. Parce qu'en fait, on va orienter les participants vers des objectifs et on laisse quand même ouvert la manière exacte dont les sous-tâches vont être planifiées et exécutées. On vous demande de faire les choses, mais on ne vous oblige pas à les faire dans un timing ou dans un ordre donné. Ce qui veut dire que l'enfant, il peut très facilement aller fluctuer entre les différentes tâches, y revenir, partir sur des choses plus intéressantes, faire des tâches moins intéressantes à la fin, etc. Il va vraiment être libre de les faire dans l'ordre et dans le temps qu'il le souhaite. Et donc tout ça, on va pouvoir avoir toutes les actions volitives, donc c'est ces fameux écarts et tous les comportements inadaptés qui peuvent être quantifiés avec précision. Et ça va être extrêmement important, c'est de pouvoir mesurer justement ce que les tests ne peuvent pas mesurer. Un test va mesurer une performance, il ne va pas mesurer le fait qu'on soit parti ailleurs, qu'on ait été volage ou qu'on a eu des comportements inadaptés. Pas tous les tests, mais en tout cas une grosse partie. Là, on va pouvoir le faire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus on va donner aux participants la liberté d'interagir avec un environnement réaliste et ouvert, mais surtout engagement, qui va créer une illusion immersive de la vie réelle, et bien en fait, ça va permettre de susciter des comportements typiques qui vont être liés au TDAH, tels que les actions impulsives vers des objets de la vie courante, qu'ils soient attrayants ou non pertinents pour la tâche. Voilà, c'est exactement comme ça que ça va se passer, c'est qu'en leur laissant un monde ouvert avec une possibilité d'action presque infinie, on va pouvoir avoir un comportement naturel et on va pouvoir l'observer, le quantifier. Alors, l'environnement VR d'EPELI, lui, c'est un appartement qui comprend chambre d'enfant, salon, cuisine, chambre adulte ouverte, buanderie, toilette, salle de bain, classique. Et donc, il va y avoir un dragon qui va nous aider et qui revient donner des instructions pour les tâches à réaliser. Si on est perdu, il y a le petit dragon qui peut venir nous aider. Je vais mettre un petit bémol là-dessus, je trouve ça un peu dommage. Je peux comprendre que c'est pour des enfants. Maintenant, au niveau du caractère écologique, c'est un peu plus compliqué. Je pense très sincèrement qu'on avait la possibilité de faire quelque chose de mieux. Parce que on s'entend bien que les enfants qui vont être dedans vont avoir entre 8 et 12 ans. Je pense qu'on peut faire autre chose qu'un dragon. Ça reste mon avis. Donc l'enfant va porter un casque de réalité virtuelle, donc les HMD, donc avec les lunettes complètes. Il va avoir une manette et les neuropsychologues, les spécialistes vont pouvoir interagir dans l'environnement à l'aide de tablettes et suivre en même temps le parcours de l'enfant. Donc il y aura 13 courtes scènes de vie avec environ 4 à 6 sous-tâches, ce qui fait à peu près 70 tâches. Et donc il y en a 52 qui peuvent être réalisées à n'importe quel moment et 13 qui doivent être faites à un moment très précis, donc qui sont des tâches temporelles
très liés forcément avec l'aspect prospectif de ce genre de tâches. Et 5 qui sont liés à un signal externe, donc là, ça va être plutôt un event-based. Un son, la sonnette de la porte d'entrée, le téléphone portable qui sonne. Donc ça, c'est basé sur des événements. Donc on va avoir des choses qui vont être basées sur le temps, des choses qui vont être basées sur des événements, et des choses qui vont être faites en fonction de l'environnement et du comportement naturel de l'enfant dans l'environnement. À partir de là, on va sortir plusieurs scores. Un score total par rapport au score qui s'était attendu par rapport à un groupe contrôle. On va avoir un score d'efficacité de la tâche, un score d'efficacité de la navigation, des contrôleurs, et du total des actions. Et on va mesurer tout ça et on va comparer à un groupe contrôle et à un groupe enfant porteur ou en tout cas atteint de TDAH. Et donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement le score moyen est en dessous chez les enfants TDAH que des enfants qui n'ont pas un TDAH. Tout ça parce qu'en fait déjà ils sont moins efficaces dans la tâche, moins efficaces dans la navigation. Pourtant au niveau du contrôle, ils sont pas trop mal. Alors ça peut être lié aussi au fait que ce sont des enfants qui parfois, hélas, jouent beaucoup aux jeux vidéo et s'obstinent pas mal et restent dans ce genre d'environnement parce que ça les stimule beaucoup et que du coup sont peut-être aussi plus à même d'entrer dans ce genre de choses. Donc ça peut expliquer le contrôle, mais du coup ce sont aussi des patients qui, on le voit, font beaucoup plus d'actions qu'ils ne devraient faire. En moyenne, on tourne un peu en dessous de 500 actions dans toute la tâche. Ça va être se déplacer, prendre un objet, prendre un autre objet, etc. Alors que eux sont plutôt entre 500 et 750 pour les enfants TDAH. Et après, une fois qu'on a regardé tout ça, en fait, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la sensibilité, de la spécificité, et on voit qu'on est quand même sur des scores qui sont pas trop mal, puisqu'on est à peu près en moyenne entre 60 et 80% de sensibilité et entre 55 et 90% de spécificité, en fonction de ce qu'on va regarder, la navigation, le contrôleur, etc. Ce qui veut dire quand même que ces scores-là sont quand même sensibles et spécifiques. Il faudra comparer bien évidemment avec la spécificité et la sensibilité d'autres tests, mais je peux vous le dire d'avance, c'est beaucoup plus sensible et spécifique que des autres tests. Et donc on va comparer directement avec un test qui est très connu, qu'on utilise déjà beaucoup en VR, le CPT. Et donc le CPT, lui, en fait, en fonction de la spécificité et de la sensibilité, en fait, on peut voir que l'EPELI et le CPT, qui est considéré comme le test le plus sensible sur la détection du TDAH et le plus spécifique, en fait, l'EPELI se situe à peu près au même niveau, quoi. Donc, l'EPELI ou le CPT, on va pouvoir avoir le choix puisqu'on aura à peu près la même sensibilité et la même spécificité. Donc ça va être extrêmement intéressant. Soit qu'on va pouvoir passer d'une tâche qui est très contrôlée à une tâche qui est complètement naturelle et où les enfants vont pouvoir exprimer naturellement leur fonctionnement et donc pour avoir apparaître des symptômes plus forts puisqu'on aura des comportements naturels. La conclusion de cette étude, parce que évidemment vous doutez bien que cette étude elle va durer, c'est pas quelque chose, c'est juste la première partie, un peu le proof of concept comme ils appellent. En tout cas, le début de l'étude, ça fournit une nouvelle preuve comportementale que la VR naturaliste est une méthode fiable pour évaluer et quantifier les déficits d'attention et de fonction exécutive dans le TDAH. Plusieurs avantages à ça, c'est que ça permet de mesurer des situations complexes avec des situations qui sont ressemblantes à celles dans lesquelles les symptômes se produisent. On va pouvoir recruter le comportement typique dans ces situations et donc pouvoir le comparer à des comportements atypiques, augmenter artificiellement l'apparition des symptômes, quantifier le rythme naturel des mouvements. Encore une fois, on revient à ce fameux terme, quantifier le rythme naturel des mouvements. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on insiste. Le côté naturel de l'observation cognitive est extrêmement importante. Je pense que beaucoup de gens maintenant, de professionnels, de spécialistes, s'engagent dans ce côté naturel. Je regarde comment la personne se débrouille naturellement dans son environnement et à partir de là, je vais pouvoir, et en m'appuyant sur des tests et des profils cognitifs, émettre un diagnostic beaucoup plus précis et beaucoup plus
proche des symptômes que produisent les patients. Pour résumer ce fameux proof of concept, ce point de départ, donc leur application EPELI, elle a une validité prédictive ou en tout cas discriminante du TDAH qui est extrêmement liée aux exigences naturelles des tâches et aux informations qui sont relatées par les proches ou les parents. Très simplement, le parent ou le proche va arriver en disant voilà, mon enfant, ce sont les choses les difficultés qu'il éprouve dans son quotidien et on va pouvoir effectivement le vérifier de manière qualitative mais surtout de manière scientifique si effectivement ça correspond à quelque chose qui est typique ou atypique et de pouvoir le corréler avec des scores, d'autres scores pour pouvoir dire si son comportement naturel est bien lié à un TDAH ou pas. Cet article il était vraiment extrêmement intéressant parce que déjà visuellement parlant on commence à passer un cap au niveau des études en VR en tout cas et on a quelque chose qui est assez intéressant. Je vous mettrai évidemment tout dans la description, le lien de l'article, etc., où le trouver. Et donc, c'est vraiment très très intéressant de se dire qu'en fait, finalement, l'avenir du diagnostic du TDAH passe par les nouvelles technologies et donc par la réalité virtuelle. C'était déjà le cas en 2004. Pourquoi ça a pris autant de temps entre deux ? Je ne sais pas trop vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on recommence à avoir un regain par rapport à ça et on se rend compte que c'est tout à fait faisable et pas trop compliqué puisque je crois que la tâche elle est vraiment pas très très longue en soi. Je pense qu'en 20 minutes tout doit être refait. Il faudrait regarder en détail mais voilà, vous avez pu voir l'aperçu de comment l'enfant faisait dans l'environnement, à quoi ça ressemblait concrètement. Donc là c'est visuellement c'est concret et on va vraiment pouvoir se concentrer sur le côté naturel. Si vous voulez aller plus loin, j'avais fait un webinaire sur le sujet il y a quelques temps. Je vais essayer de vous mettre le lien ici quelque part, là-haut. Je ne sais jamais comment ça fonctionne. Sinon, il sera dans la description. Mais évidemment, il est aussi sur la chaîne, quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Pouce bleu. N'hésitez pas de faire un commentaire. On pourra discuter dessus. Essayer d'apporter plus d'éléments de réponse, etc. Je vous encourage, bien évidemment, comme toujours, à lire cet article qui se lit très facilement. Il est en anglais, celui-là. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment passionnant, surtout pour les personnes qui cherchent à améliorer leur diagnostic sur le TDAH. Un grand merci pour m'avoir écouté et pour me suivre et me soutenir. Bonne journée à tous!